Donc la ménopause. Aujourd'hui, on sait que c'est plutôt vu comme un problème. C'est plutôt défini une phase de déclin du féminin. En tout cas, pour la femme, c'est toujours un peu annoncé comme une fin, en fait, de quelque chose, alors que de notre point de vue, c'est au contraire un passage pour un nouveau départ. Donc, il y a tout un récit autour de ce phénomène de la ménopause. Et moi, je me suis vraiment penchée sur les aspects un petit peu euh, sociaux, en fait, de la construction sociale de la ménopause. Et notamment, j'ai lu le livre de Cécile Charlap qui s'appelle La ménopause sociale, qui montre à quel point, en fait, dans notre pays, en Occident, en fait, on a vraiment des préconçus sur ce passage de la femme qui n'existe pas dans plein d'autres cultures. Il n'y a pas le mot ménopause qui existe dans plein d'autres cultures. Et nous, en fait, il se trouve que le mot ménopause a été inventé par un médecin français en 1816. Et à la suite de c'est comme si on avait nommé cette période de fin des menstruations pour en faire en fait un problème, quoi. C'est-à-dire, il y a eu après plein d'études d'hommes, hein, ça a été fait beaucoup par des hommes, sur les phénomènes, ce qu'on a appelé climatériques, hein, du corps de la femme à ce moment-là. Et il y a eu aussi beaucoup d'espèces de rapports médicaux sur tous les désordres que ça pouvait amener, même au niveau psychologique. Voilà, donc je vais pas m'étaler là-dessus. Si ça vous intéresse, vous pouvez lire le livre, c'est vraiment hyper intéressant. Et ça montre vraiment que c'est un paradigme, en fait, cette histoire de déclin, de femmes qui... Puis il y a plein d'autres exemples aux États-Unis aussi dans les années 60, quand c'était la grande mode du traitement hormonal de substitution. C'était parti Il y avait un livre... Enfin, il y avait tout un tas de pubs autour de ce traitement hormonal qui avait été balancé auprès des Américaines en disant pour rester une femme, en fait. Il faut prendre des hormones pour pouvoir rester une femme. Donc, il y avait vraiment cette notion, il y a toujours cette notion que pour rester une femme, il faut continuer d'avoir un bon niveau hormonal d'œstrogène et de progestérone. Donc, quand on entend parler de la ménopause, bon, on entend surtout parler de symptômes, les bouffées de chaleur, la prise de poids, les insomnies, les mal aux articulations, le brouillard mental, l'anxiété. Et alors, oui, on peut pas dire qu'il n'y a pas de désordre, il n'y a pas quelques désordres physiologiques, mais ceci dit, on peut pas dire que c'est une maladie qu'il faut combattre. Or, c'est un peu le paradigme qu'on entend un peu partout. Dans ce que moi j'ai pu observer quand on observe, enfin quand on regarde la ménopause sur différents plans, on se rend compte de toute façon que c'est un phénomène naturel qui est un petit peu en miroir avec le moment de la puberté, hein, quand on passe de l'état d'enfant à un état de femme réglée avec des cycles menstruels, etc. Et ben, cette période-là je sais pas, 12 ans à 50 ans, c'est une période où le corps de la femme, il est conçu pour procréer. Donc, il a ce qu'on appelle le couple œstrogène-progestérone qui vient en fait, on pourrait dire que ça vient protéger la femme de tout un tas de problématiques qu'elle pourrait avoir, mais qu'elle ne ressent pas tant qu'elle a un niveau d'œstrogène important, c'est-à-dire l'œstrogène, ça va être le protecteur hein, qui va vraiment protéger la peau, les os, le cœur et qui a un bouclier anti-inflammatoire. Et la progestérone, elle, donc le couple ensemble, qui va réguler en fait l'énergie et va gouverner plutôt le système nerveux, la température corporelle, etc. Et pourquoi est-ce qu'on a... Donc ça, c'est typiquement les hormones féminines hein, qui sont là vraiment dans la période de procréation. Et ce qu'on constate, et ce que évidemment tous les promoteurs du traitement hormonal de substitution ne disent pas, c'est que quand ça baisse, l'œstrogène, quand ce couple-là d'hormones féminines baisse, ben, il laisse apparaître des déséquilibres qui étaient déjà présents en fait. Donc nous, ce soir, on va vous parler un petit peu de la vision plutôt orientale
Éléonore, si tu vois des gens qui rentrent dans la salle, est-ce que tu peux les admettre quand ça fait un petit son comme ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer dans la salle. Je sais pas si tu vois. Non, non, c'est un message, celui-là. D'accord. Alors, en tout cas, voilà, sois vigilante sur les petits gling-gling. Ouais, ça, ah oui, Alors, du coup, on va parler un petit peu de comment l'Orient considère la santé en général, et notamment les histoires d'équilibre, que ce soit l'équilibre doshique en Ayurveda ou l'équilibre yin-yang en médecine chinoise. Donc, je ne sais pas combien d'entre vous connaissent le principe des médecines orientales, mais ce sont des médecines qui fonctionnent sur la notion d'équilibre, en fait, hein. Exactement comme dans la nature. Dans la nature, il y a des saisons et il y a des éléments. L'élément feu, eau, bois, métal pour la médecine chinoise, et puis nous, en Ayurveda, on parle de éther, d'air, de feu, voilà. Donc, dans chaque être humain, il y a tous ces éléments qui sont présents. Et la médecine chinoise, on le résume au yin, qui est plutôt l'eau, le refroidissement, la nuit, la matière et la substance dans le corps, hein. Et le yang, qui est plutôt le feu, la chaleur, l'énergie et la fonction. Donc, quand il y a un désordre, quel qu'il soit, dans notre vie, il y a un désordre soit de yang, soit de yin. D'accord? Et au moment de la ménopause, en fait, c'est le moment de la ménopause dans la vie d'une femme, c'est l'automne, en fait. Donc, c'est un changement de saison. Donc, comme tout changement de saison, il y a des intersaisons. Et du coup, pendant l'intersaison, en fait, le yin et le yang, ils commencent à se rééquilibrer. Et donc, si, par exemple, au moment de la ménopause, on a des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, de l'insomnie, etc., c'est une déficience de yin. C'est un manque d'eau et de refroidissement. Et à l'inverse, s'il y a une déficience de yang, il va y avoir de la fatigue, de la frilosité, une prise de poids et une mauvaise digestion. Donc ça, dans les médecines orientales, c'est tout à fait. En fait, quand on constate des symptômes comme ça, on peut s'en occuper en fait. Il y a des méthodes pour s'occuper de ces déséquilibres. Moi, ce que j'ai constaté aussi, est-ce que c'est mieux là, Eleonore? On voit moins le noir sur le texte? oui, ça va. Il est Ok, sur bon, le. j'ai bougé mon machin, je sais pas. Oui, Donc, ce qu'on constate aussi dans cette période de la ménopause, c'est il y a un changement aussi psychologique. C'est vraiment une période qui pourrait enfin, qui se met en comparaison avec ce qu'on peut appeler le syndrome prémenstruel. Donc, quand on est une femme cyclique, on a quatre cycles dans le mois, hein. Voilà, je ne sais pas si vous savez, mais c'est Miranda Gray qui a beaucoup écrit sur ce sujet. Et la quatrième semaine, c'est la période de la sorcière. Et comment on est quand on est dans la période de la sorcière, c'est-à-dire dans le moment des menstrues? En général, on a un regard et une manière d'être qui est sans compromis. Les hommes, ils appellent ça être chiante. Bon, en fait, c'est un moment où souvent la femme, elle va pas supporter les faux semblants, les choses qui sont pas alignées, etc., ou les compromis, voilà, elle peut devenir un peu exigeante. Et en fait, ce moment de la ménopause, quelque part, c'est aussi ça. C'est un moment, en fait, où, bah, marre des compromis, en fait. C'est tout ce qu'on a mis sous le tapis. Souvent, quand on s'est un petit peu adapté, les femmes, elles ont tendance à se suradapter. Elles répondent aux besoins de la famille, aux besoins des enfants pendant des années. Et souvent, ce moment de la ménopause, là, entre 47, 48, 50, 51, 52, bah, c'est le moment, en fait, où, bah, comme il y a cette baisse hormonale, souvent, qui peut arriver sur un temps un peu large, hein, ça se fait pas en une journée, hein, la transition hormonale, on commence à avoir ce qu'on appelle une mue du corps, en fait, c'est une mutation hormonale. Bah, en fait, on n'est plus tellement disponible pour les autres, en fait, hein. Donc c'est en cela que ça peut perturber l'environnement et ça peut perturber les femmes elles-mêmes de se dire, bah, je suis plus disponible, en fait. Donc moi, j'ai identifié 5 phases un peu psychologiques de cette période de la ménopause
qui sont la trahison. C'est-à-dire que c'est souvent dans ces moments-là qu'on entend les femmes dire, non mais là mon corps il me lâche en fait, je contrôle plus rien. Je comprends pas ce qui se passe, j'ai des absences, ou alors je prends du poids, je comprends pas, j'ai rien fait, je prends du poids, mais qu'est-ce qui se passe? Donc c'est vraiment un moment pour certaines femmes, hein, parce que évidemment là, moi je parle, il y a toute une palette en fait de le curseur en fait, il va être différent selon les personnes, mais il y a pour certaines femmes, ça peut être un choc, quoi. Ça peut être un truc hyper violent. Surtout quand il y a des ménopauses précoces ou ce qu'on appelle des ménopauses provoquées par exemple, quand il y a des problèmes de, je sais plus, j'ai entendu le témoignage d'une personne qui m'a dit on m'a provoqué la ménopause, je ne sais plus pour quelle raison, mais pour des raisons de santé, sans la prévenir que le fait de baisser, de provoquer une ménopause, ça veut dire d'un seul coup faire baisser les oestrogènes et la progestérone, bah, ça allait être violent en fait pour tout le système corps. Donc, ce moment en fait qui peut être plus ou moins brutal de voilà, mon corps il est en train de changer et je contrôle plus rien, c'est un moment qui est c'est une épreuve en fait pour pas mal de femmes. Mais ça peut être aussi tout à fait acceptable, hein. C'est pas violent pour toutes les femmes. Mais quand même, il y a ce moment de ah, mais qu'est-ce qui se passe? Mon corps me lâche. Et ce qui se passe en général, c'est que les femmes, elles finissent par être obligées de se poser, de se reposer et de se mettre dans un état de se dire, OK, bah là, c'est priorité au repos, donc ralentir, prendre du temps pour soi, ça devient presque obligatoire. Quand on a commencé à, j'ai envie de dire, se régénérer, se retrouver de l'énergie, parce que si ça nous a attaqué au niveau de justement d'énergie vitale et tout ça, il y a aussi tout un travail, tout un processus de mais comment j'étais avant en fait? Comment j'étais avant? Comment je fonctionnais avant? Et comment je fonctionne maintenant en fait avec un autre corps? Euh, il y a quelqu'un qui veut rentrer, bon voilà. Du coup, Il y a personne qui veut rentrer, moi. non mais c'est bon, je l'ai, je sais pas, elle est arrivée. Si, il y Alors avait... attends, parce que du coup, euh, C'est bizarre, ça me mais je ne fait, crois pas. voilà, J'ai... voilà. Donc il y a ce moment en fait où on se dit, ok, ben, je vais commencer à faire la paix avec mon histoire. Je vais commencer à, mais en fait, si je dois encore recommencer ma vie avec ce nouveau corps, cette nouvelle manière d'être au monde, ben, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quoi? Et là commence à arriver ben, ce moment en fait où on a accepté ce passage et on commence à avoir moins de brouillard sur, ok, qu'est-ce que je peux faire avec cette nouvelle identité? Et c'est vraiment un moment où en fait la femme, elle peut exercer sa pleine souveraineté. Donc, c'est quoi les clés pour naviguer cette transition en douceur, selon moi? C'est déjà commencer à accepter qu'il y a un changement, on va habiter un nouveau corps, une nouvelle identité, et que qu'est-ce qu'on peut faire en fait avec cette nouvelle identité? Donc déjà faire la paix avec son chemin, parce que souvent ce qu'on se rend compte, c'est que on a pu avoir une vie très remplie, on a enchaîné, ouais. Comme Anne elle disait tout à l'heure, voilà, il y a encore ouais, c'est bizarre, il y a des gens qui rentrent et qui sortent. Oui. Je... Anne, elle disait tout à l'heure, j'ai enchaîné, enfin, j'ai eu l'impression qu'il s'est passé plein de trucs que j'ai pas vraiment intégrés. Les postpartum, je sais pas, les grossesses ou les séparations, ou bah, tout un tas peut-être de moments de trauma, en fait. Et c'est comme si ce moment de ménopause où, en fait, le système, il se met un petit peu, justement, en mode pause, c'est un peu un moment de, je vais faire un petit état des lieux, quoi. Et souvent, ce qui ressort de ce travail, si on le fait en conscience, c'est ben, d'accepter non seulement la vie qu'on a eue, mais aussi de faire des rituels pour le célébrer, en fait, pour pour y mettre de la conscience, en fait, pour voir un peu ben, tout ce qu'on a semé et où est-ce que j'en suis aujourd'hui, en fait. Et ce qu'on s'aperçoit, en fait, c'est que ce moment de la ménopause,
il y a plein de choses, il y a plein de deuils à faire. Par exemple, le deuil de la maternité, il peut y avoir l'envie de faire des vrais deuils, de deuils qu'on n'a pas fait. Et en tous les cas, c'est un moment de ce que moi j'appelle de mort et de renaissance. Donc c'est pas une fin, c'est un passage mort-renaissance pour moi. Et, et il faut l'accompagner en fait, ce mouvement de mort et de renaissance. Exactement comme dans la nature, quand l'été finit, qu'il y a l'automne, c'est l'intersaison, puis on commence à avoir les feuilles qui tombent, et puis c'est l'hiver. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Le printemps. Et notre vie, elle est comme ça. Notre vie, elle est faite de saisons. Et ce moment de la ménopause, c'est une saison très importante parce que on se prépare en fait à la saison de l'hiver. Et si on veut continuer à habiter une identité été, c'est-à-dire 35-40 ans, ça marche pas en fait. On est en automne, quoi. Voilà, donc ce moment d'automne, il n'y a qu'à regarder dans la nature, ben, c'est un moment où nous, on a envie de revenir à la maison et se mettre au coin du feu et se faire des tisanes chaudes, etc. Donc c'est prendre soin de soi en priorité. C'est un moment de prendre soin de soi en priorité. Et c'est non négociable. Ça veut dire que si la famille, elle continue de solliciter la femme, etc., la femme, elle doit être en mesure de dire, non, mais en fait, stop là. Voilà. Et c'est la meilleure manière pour moi de passer sa ménopause, c'est d'apprendre à dire stop et à se mettre en priorité, et aussi à revisiter son histoire, et notamment l'entrée dans cette période cyclique de femmes qui a ses lunes tous les mois. Ben, revisiter comment j'ai vécu mes lunes, comment je suis rentrée dans ma période cyclique, etc. Moi, j'appelle cette nouvelle femme la femme solaire parce que c'est une femme qui récupère en fait ben, une hormone il y a l'hormone de la testostérone, je vais y arriver, qui monte au fur et à mesure que les hormones féminines elles baissent. En fait, il y a la testostérone qui monte. Donc, c'est quoi la testostérone? C'est l'hormone mâle hein, de la puissance, de la détermination et du je sais ce que je veux. Je suis souveraine de ma vie et je mène ma vie comme je l'entends. Et on récupère évidemment 50% d'énergie métabolique qui est normalement mobilisée pour la reproduction et bah, 100% de libération totale des exigences du cycle mensuel, hein. C'est quand même pas rien. Enfin, moi, personnellement, je l'ai vécu comme une libération, quoi. Euh, Ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette baisse, alors, par exemple, dans les médias mainstream et dans le milieu médical classique, on dit toujours, voilà, c'est la chute hormonale des oestrogènes et de la progestérone, c'est la cata. Et effectivement, hein, c'était un système qui protégeait tout le corps, hein, donc ça peut être catastrophique pour plein de femmes. Cependant, s'il y a eu un travail dans les années qui précèdent cette période, au niveau des glandes surrénales, les glandes surrénales, elles sont censées compenser la baisse des hormones qui fabriquent les oestrogènes. Donc, c'est très important de nourrir ces surrénales dans cette période-là, par différentes manières, hein, dont on va vous parler. Estelle, Parce que, oui, ouais, si je peux me permettre, oui, tu mets en lumière le fait que la nature a quand même prévu quelque chose et on a tendance à penser que la nature est super bien faite, que le corps humain est une merveille, on dit ce genre de choses. Et tout d'un coup, la nature se serait plantée, elle aurait fait n'importe quoi pour les femmes à la ménopause. Donc, en effet, tu es en train de rappeler qu'il y a des choses que la nature a faites pour que, en effet, cet équilibre se fasse et que, malgré notre mental et nos croyances, etc., il y a quand même moyen de trouver une belle évolution à ce moment-là. ouais, Je voulais c'est juste te dire ça. ça. Ce que tu veux dire par là, c'est que c'est étrange ce qu'on entend qu'il faut absolument compenser les hormones féminines qui ont baissé, parce que ça voudrait dire que le corps féminin, il est mal foutu en fait. C'est ça, Il que n'est pas cette période. capable de compenser la chute hormonale dans une transition normale. Ça veut dire il est mal foutu le corps féminin. Enfin, moi, c'est une vraie question que je me pose, quoi. Parce que quand on entend que ça, je veux dire,
Là, j'ai encore discuté avec une femme récemment qui m'a dit, mais comment tu peux dire, comment tu peux inviter les femmes sur les réseaux sociaux à ne pas prendre le traitement hormonal de substitution? C'est grave ce que tu fais, elle m'a dit. Parce que c'est la seule manière d'aller bien jusqu'à la fin de sa vie. J'ai dit, mais c'est grave quand même de penser ça. Voilà, donc moi, c'est clair que j'ai choisi mon camp. Je considère que qu'on peut tout à fait vivre très bien cette période et que, et en même temps, je comprends tout à fait qu'il y ait des femmes qui aient besoin de prendre le traitement hormonal de substitution parce qu'elles sont arrivées justement à des niveaux de souffrance qui sont juste dingues. Il y a des développements de maladies, enfin, il y a une liste de pathologies que j'ai lues dans les bouquins sur la ménopause, au moment de la ménopause, qui sont assez dramatiques, mais qui sont souvent liées à justement des manières de vivre de certaines femmes qui ont juste pas écouté du tout les signaux avant et qui sont arrivés au moment de la ménopause, quand il n'y avait plus les oestrogènes et les progestérone qui étaient là, ben, du coup, il n'y a plus le voile en fait, il n'y a plus le pansement qui protégeait la réalité, en fait, la vérité de l'état de santé de la personne. Voilà, donc je vais continuer mon petit topo. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une connaissance à avoir et des choses à faire, parce qu'effectivement, nous ne sommes pas du tout des êtres naturels. Sinon, on va se faire un petit trou dans le jardin, on va se blottir dedans, on n'a plus d'eau chaude, plus de chauffage, plus de café le matin, plus de téléphone, plus rien, on vit sauvage. Alors peut-être on peut parler d'une vie naturelle et d'une autorégulation, mais on n'est pas du tout des êtres naturels, même si on Ouais. mange bio, que En ceci, que fait, c'est ça, exactement. En fait, de mon point de vue, alors la ménopause se vit très bien dans les cultures de peuples premiers, par exemple. Il y a des femmes, là j'ai lu des trucs, il y a certaines femmes dans les peuples premiers qui font des enfants à 60 ans, hein. Elles n'arrêtent pas leurs règles à 40 ans, enfin bref. Et il n'y a pas de gros désordres comme nous on peut avoir. Donc moi j'y vois quand même tous ces désordres qu'on entend, même l'endométriose hein, aujourd'hui dont on parle beaucoup, c'est quand même pour moi des maladies de notre société en fait, du féminin qui s'est conformé, il y a tous les perturbateurs endocriniens aussi dans notre alimentation, dans nos vies modernes en fait. Et ça a déréglé complètement le corps. Et Donc, si tu peux rebondir sur, je sais plus, c'est Muriel qui a dit ça tout à l'heure, qui a dit ma mère ne m'a jamais elle n'a euh, pas dramatisé, elle a traumatisée dit. et moi je l'ai vécu très bien parce que j'avais pas peur. C'est quand même un élément hyper Oui, important. oui, c'est vrai. Ouais, et en même temps, on parle aujourd'hui d'un tabou. Ouais. Justement, nos mères nous en ont pas parlé. Mais pourquoi? Ça, c'est aussi une vraie question. Pourquoi personne ne nous en a parlé de ce que c'était la ménopause? Et pour aujourd'hui, on en parle et tant mieux, le tabou est levé. Mais comment on en parle? C'est ça le truc en fait, c'est comment on en parle. Donc, bon, en tous les cas, nous, ce qu'on constate, c'est que les Orientaux, ils ont quand même beaucoup plus de clés et de sagesse que nous sur ce sujet. Euh, voilà. Moi, je dis que la femme ménopausée est une femme qui devient créatrice de sa vie. Ben, tout simplement parce que la femme est une créatrice hein, de nature, puisque voilà, pendant sa période cyclique, elle est censée créer des humains, des bébés. Et en fait, bon, ben, les femmes qui n'ont pas d'enfants humains, elles ont des projets, elles ont des livres, elles ont leur art, elles ont leurs projets. Enfin, on ne crée pas que des bébés, en fait, on est des créatrices de fait. Donc, quand il y a cette fin de la procréation, ce n'est pas la fin de la création, quoi. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que la femme qui arrête d'être dans une posture de service à la procréation ou même de service à la famille et qui commence à se mettre au centre de sa vie, elle devient solaire dans ce sens-là, hein. C'est-à-dire elle devient, elle se réfère au soleil et plus à la lune quelque part. Alors, même si on reste des femmes cycliques, même si on n'a plus nos règles, hein. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi, je ressens mes cycles alors que j'ai plus mes règles.
Pour autant, c'est quand même un moment où la femme se libère quand même de tout un tas de rôles, de tout un tas d'injonctions par rapport à la famille, par rapport au couple. C'est souvent aussi un moment où il y a des séparations. Parce que la femme, elle a besoin de sortir, en fait, de sortir de ses rôles, etc. Et c'est un moment aussi particulier pour la sexualité, hein, clairement. Ça pourrait être faire même l'objet d'une autre soirée, parce que c'est vraiment un sujet, je trouve, qui est complètement tabou et qui est complètement, surtout, encore une fois, erroné, puisqu'on parle beaucoup de baisse de libido, à la période de la ménopause, mais franchement, moi, c'est pas mon expérience, quoi. Alors, ben, je vais donner la parole à Éléonore, que tu Ok. nous racontes un petit peu, toi, l'Ayurveda, qu'est-ce que raconte l'Ayurveda par rapport à la ménopause et les doshas et la façon dont elle considère, et aussi en Inde, qu'est-ce qu'on peut dire sur la manière dont en Inde on vit ça? C'est ça. Pour moi, la première chose, c'est ça. Et je rebondis de nouveau sur ce que tu dis par rapport à la femme solaire, au symbole du soleil et de la lune. Le soleil étant relié au chiffre 1 et qui attire à lui, et la lune, c'est le chiffre 2 qui a justement cette caractéristique cyclique. Donc cette femme qui sort de sa période cyclique et qui rentre dans cette période solaire attire à elle, comme le soleil attire à lui les regards, etc. Le soleil est un chiffre 1, c'est-à-dire un modèle et quelque chose vers, vers lequel on tourne son regard. En Inde, on considère que la femme qui a sa ménopause est entrée dans une phase très différente de sa vie dans laquelle elle va devenir une référence, comme un chiffre 1, qui étant le 1 est le début, donc c'est quelque chose qu'on suit, comme en numérologie. On Donc tu parle veux dire un peu comme un leader de groupe, quoi. c'est ça, exactement. Le 1, c'est celui qui démarre quelque chose, c'est le roi en numérologie védique, et c'est donc celui qui donne l'exemple et qui initie quelque chose. Et donc en Inde, on considère que la femme ménopausée est celle à laquelle on va se référer, on va chez elle pour lui poser des questions, pour, elle devient détentrice d'une certaine sagesse. Elle n'a, elle a vécu très profondément la, la notion de la dualité, du mouvement de balancier, etc. Et elle est sortie de ça. Donc, l'ayant vécu profondément, elle est plus à même encore de comprendre ce que c'est que le contraste entre la dualité et la non-dualité. Donc, on va chez elle pour, bien, tout simplement, pour lui poser des questions, Bah, pour c'est avoir la femme sage. plein de sages, exactement, c'est ça. C'est la sagesse et i- au- elle change complètement de statut. Alors, je suis désolée, mais j'ai pas branché le câble de mon ordinateur. Ah, mais vas-y, va chercher ta batterie. Si tu Ouais, je veux. vais prendre ton relais par rapport à ce qu'on Voilà. voit là, dans l'écran. Donc, la médecine ayurvédique, c'est une médecine des doshas, avec trois doshas, hein, Vata, Pitta, Kapha. Et donc, les symptômes de la ménopause, eh ben, ils vont varier en fonction du déséquilibre des doshas, hein. Donc, en fait, si vous regardez la liste des symptômes très connus, voilà, un peu classiques de la ménopause, on voit très bien que tout ce qui est insomnie, anxiété, saute d'humeur, sécheresse de la peau, douleur articulaire ou ballonnement, constipation, c'est un problème de déséquilibre Vata. Donc, il y a des manières Alors, en Ayurveda, on parle de faire baisser. On fait baisser Vata quand il est en fait, quand il est en déséquilibre, il monte. Donc, on va le faire baisser. Voilà. Et puis après, on a des symptômes plus reliés à Pitta. Donc, clairement, les bouffées de chaleur, moi, par exemple, c'est le seul symptôme que j'ai, clairement, c'est j'ai eu quelques problèmes d'insomnie, mais ça s'est réglé assez vite avec voilà, des compléments alimentaires et puis des massages, des choses comme ça.
ce qui me reste aujourd'hui, c'est des bouffées de chaleur, mais c'est normal, je suis une excitée de la vie. Donc, comme je fais plein de trucs et que je m'excite beaucoup et que j'ai plein de projets, ben, j'ai trop de feu et du coup, ben, j'ai toujours des bouffées de chaleur. Alors que les jours où je suis hyper calme, où je fais de la méditation, là, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, j'étais faire une journée de méditation, ben, comme par hasard, j'ai pas de bouffée de chaleur, hein. Si je peux me Voilà, et permettre, puis, Christelle, vas-y, Éléonore. écoute, oui, tu as beaucoup de feu et heureusement qu'il y a des gens comme toi parce que sinon il n'y aurait pas ce webinaire ce soir. Euh, Effectivement, oui, ça va te donner un peu plus de bouffées de chaleur et tu as constaté qu'en étant plus dans l'apaisement et tout, ça change. Mais voilà, et du coup, je voudrais revenir sur les trois doshas et de Mm, dire quelques petits mots là-dessus. Pour ceux qui ne le connaissent pas vraiment ou peut-être peu, il y a ces trois grandes catégories qui sont Kapha la terre, Pitta le feu, Vata le vent. La terre, c'est ce qui est solide, structurel, qui protège, etc. Et qui concerne le système immunitaire. Le feu, c'est ce qui transforme, c'est ce qui agit, ce qui va principalement transformer, c'est tout le métabolisme dans le corps, c'est le système hormonal et le système digestif. Le vent, ça va, donc Vata, hein, on a donc Kapha la terre, Pitta le feu, Vata le vent. Le vent, c'est tout le système nerveux, c'est la transmission, c'est la transmission d'une information à l'autre. C'est la création aussi les artistes sont Vata, c'est les choses qu'on va imaginer, qu'on va penser. C'est tout le domaine subtil. Et donc, voilà, ces trois grandes énergies se retrouvent à des doses variables d'une personne à l'autre. Il y a autant de personnes qu'il y a de mélanges subtils des trois doshas, des cinq sous-doshas de chaque dosha, des trois gunas, donc les trois typologies mentales, et des cinq sous rentre pas trop dans les détails, tu vas nous perdre. non, mais je dis exprès un truc hyper compliqué pour montrer qu'on est archi unique. Il n'y a qu'une Oui. personne. Parce qu'avec toutes ces combinaisons multiples et machin, entre la constitution physique et mentale, avec tous les sous-catégories, il y a une seule personne comme toi, Christelle. Dieu a été bien généreux de nous envoyer une Christelle. Donc, mais il n'y a que toi qui es comme ça, et chacune de vous qui êtes ce soir-là, vous êtes absolument unique. Et on va vous donner une grande structure générale. On va vous donner votre constitution, votre condition, donc votre génotype et votre phénotype. Mais dans le fond, il n'y a que vous qui sachiez réellement ce que vous êtes, subtilement, au plus profond de vous. Et dans Mm. l'Ayurveda, ce qu'on va faire, c'est vous donner l'autonomie de vous connaître et d'être votre propre médecin. On va vous donner des idées, des informations, et c'est vous qui devrez valider pour vous-même ce qui est valable pour vous. C'est très très important de mentionner ça parce que dans la ménopause, on a cette notion de, de comment je vais dire, de perdre le contrôle, de ne pas être adéquat. Les femmes ménopausées sont chiantes, etc., etc. En fait, dans le fond, nous savons ce que nous devons faire. Comme disait Christelle tout à l'heure, la femme qui pète les plombs un petit peu, en fait, elle ne supporte plus le faux semblant, etc. Elle a une voix de vérité qu'elle a envie d'exprimer. Et à un moment, dans la ménopause, on dit ras-le-bol, j'ai passé ma vie à m'occuper des autres, j'ai passé ma vie à ne pas m'écouter. C'est très souvent hein, ce genre de témoignage, c'est pas systématique, mais très souvent. Et là, aujourd'hui, ben, c'est fini, je m'écoute, je suis fidèle à moi-même, je commence une nouvelle phase ô combien importante pour arriver au bout d'une réalisation personnelle. Ouais, il y a cette notion de trouver sa cohérence intérieure. Et on parle vraiment, c'est intéressant ce que tu as dit sur cette femme-là à qui on... Et en tout cas, c'est très présent dans les cultures. Moi, j'ai lu dans le livre là, de Cécile Charlap, la sociologue, que vraiment, dans certaines cultures africaines, sud-américaines, en Asie, etc., la femme, elle change complètement de statut Mm. dès qu'elle est ménopausée. Et elle devient la femme à qui on va demander de transmettre aux jeunes générations.
dans certaines cultures, elle va pouvoir prendre des décisions politiques, elle va devenir conseillère, etc. Mais nous, on n'a pas du tout ça en Occident, en fait. C'est l'inverse, quoi. On est sur une voie de garage, quoi, tout simplement. Quand on a la ménopause, quand on a de la chance, on fait des tas de traitements et on s'en sort plus ou moins, mais c'est le déclin inéluctable. C'est ça la vision. C'est ça le récit, le récit. Le récit, oui. Après, c'est la vision qu'on va adopter à cause du récit, c'est-à-dire on a baigné là-dedans et on finit par y croire, quoi. Oui, Il c'est ce qu'on n'a pas appelle un, ouais, d'alternative. c'est un paradigme, quoi. Et c'est Et, pour ça qu'on est là ce soir, c'est pour changer ça, cette conception des choses, ce discours, ce narratif, c'est OK, c'est bon, maintenant on peut changer d'opinion et d'expérience surtout. oui. L'expérience, c'est ça qu'on veut. Et ça commence par, effectivement, ça commence par soi décider d'une autre histoire. Donc là, on continue sur les aspects de Alors, déséquilibre des du coup, les doshas. trois doshas, vous avez la terre, le feu, le vent, qui vont s'exprimer différemment. Donc, effectivement, c'est indiqué tout ce Oui, qui, voilà. le Euh, vent, le vent est sec et froid. Donc, tout ce qui est sec et froid dans le corps va provoquer, ben, bien sûr, la sécheresse de tout, hein, dans le corps. Parfois aussi, les cheveux vont souffrir. Le fait d'avoir froid et d'avoir des douleurs articulaires, parce que le vata, c'est le mouvement. Euh, tout ce qui est nerveux, donc tout ce qui va être psychique, plutôt du côté, pas de la colère, mais plutôt du côté de l'anxiété, des insomnies, etc. Et des changements, puisque le vent, c'est c'est mouvant. mouvement, oui, c'est ça, ça bouge. Donc, on va passer d'une humeur à l'autre, etc. Et puis, le transit va être perturbé parce que le transit, c'est du mouvement. Ça fait partie d'un des 5 sous-doshas de Vata, Apanavayu. Et donc, il faut ce mouvement pour l'élimination. Et donc, le vent, c'est également, bah, c'est du vent, c'est du gaz, donc les ballonnements. Les palpitations, ça va être aussi les petits mouvements et l'irrégularité. Donc, toute cette sphère de Vata va créer ces problèmes-là. Mais ce Euh, qu'il faut dire, parce qu'on ne va pas rentrer dans trop les détails des doshas, mais ce qu'il faut dire là, c'est que ce qu'on voit là sur le slide, la vata en déséquilibre provoque ce type de choses, pitta en déséquilibre provoque ce type de choses, kapha en déséquilibre provoque ce type de choses. En fait, ça, c'est vrai tout le temps. C'est vrai toute la oui, vie. ça c'est Et vrai. pendant la Oui. ménopause, il va y avoir des symptômes qui vont arriver qui n'étaient pas là avant. Mais ça reste toujours en lien avec Vata, Pitta, Kapha. Donc Alors, si on arrive à identifier, ah ben là, j'ai des insomnies, donc j'ai un déséquilibre Vata, je sais comment faire pour rééquilibrer mon Vata. C'est pas la ménopause le problème, c'est le déséquilibre Vata qu'a provoqué la baisse hormonale, d'accord, mais c'est une conséquence, c'est pas une raison pour autant de se dire, bah, ça y est, j'ai un problème, je suis malade parce que je suis insomniaque ou parce que voilà, ou parce que j'ai des bouffées de chaleur. Les bouffées de chaleur, elles se règlent en réglant, en s'attaquant à Pitta. Si j'ai voilà, de l'inflammation, par exemple, moi, dans mon cas personnel, j'ai eu au moment, ben, c'était quand j'étais en Inde avec Anne, là, j'ai eu des règles hémorragiques. Et en fait, petit à petit, j'ai appris que j'avais une inflammation au niveau de mon endomètre. C'est-à-dire que j'avais des règles hémorragiques parce que en fait, je faisais trop d'endomètre. Donc ça, c'est un désordre pitta. Il y avait trop de feu dans mon système, en fait. Et aujourd'hui, je reste quelqu'un qui a un feu important et du coup, j'ai plus mes problématiques d'adénomiose, mais j'ai encore quelques bouffées de chaleur qui sont tout à fait supportables et qui vont finir par finir s'arrêter quand il y aura moins de feu dans ma vie, hein, de clairement. toute façon, il est clair qu'il y a quelque chose qui se passe pendant la ménopause. Donc, le corps le sent et Exactement. ça a aussi sa raison. C'est-à-dire que c'est important qu'on vive une expérience qui va passer par le corps et par l'esprit et qui va nous amener à une plus grande sagesse, une plus grande compréhension de la vie dans son ensemble. Donc, pour, par rapport à ce que tu viens de dire,
ce qui est important de comprendre, c'est que j'ai dit, il y a la constitution de base et il y a la condition. La condition, elle dépend des facteurs extérieurs ou par exemple de l'âge. Un enfant est plus kapha, une personne adulte est plus pitta, une personne âgée est plus vata. Et la ménopause fait partie d'un de ces facteurs qui vont changer la condition de la personne et pas sa constitution. Et donc, effectivement, à cette période de la vie, là, il y a quelqu'un qui est entré, je ne sais pas Oui, si... oui, 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 je l'ai vu. À cette période de la vie vont apparaître tous ces symptômes qu'il faut prendre en considération. Hein. L'Ayurveda est fait pour ça. L'Ayurveda ne va jamais vouloir changer la constitution de quelqu'un, mais bien sa condition, c'est-à-dire, par exemple, en été, il y a plus de pitta. Donc, qu'est-ce qu'on fait en été? On va boire des boissons rafraîchissantes qui rafraîchissent le corps, pas le froid, hein, mais par exemple, le vétiver, la menthe, etc. Enfin, plein de choses. Euh, Alors, est-ce qu'on peut avancer un petit peu, Éléonore, sur justement les petites choses qu'on peut conseiller Alors, pour, juste pour terminer, donc on finit avec les listes. Le pitta va être tout ce qui est inflammatoire, tout ce qui est chaud, donc aussi les émotions de colère, etc. Et le kapha va être tout ce qui est froid et humide, puisque vata est froid et sec, mais kapha froid et humide, donc rétention d'eau. euh, qu'est-ce qu'il y a dans... Bon, ça mais peut il y a être la fatigue, un peu la léthargie, des choses la comme ça. léthargie surtout, oui, c'est ça. Et la Donc, rétention d'eau, oui. donc, si on veut, il y a ces trois grandes cases avec ces désordres qui vont avec. Le feu, donc Pitta, c'est le système hormonal, donc le feu qui apparaît au moment de la ménopause. On va travailler dessus avec différentes choses qui vont être dans l'Ayurveda. Avant tout, alors on part du plus subtil au plus lourd dans l'Ayurveda. Le plus subtil, ça va être les pensées et puis les exercices respiratoires, ensuite les liquides, ensuite les solides, et puis les pratiques physiques, éventuellement genre massage, et puis voilà, on poursuit comme ça. Donc le plus subtil, c'est les pensées, c'est-à-dire la vision qu'on a des choses, la perception, la conception, Le mindset, comme ils disent. mindset. Voilà. Le mindset, on va travailler sur son mindset simplement en étant conscient ou bien en faisant des choses comme de la méditation, des mantras, etc. Ça, c'est une des choses qu'on peut faire dans le plus subtil. Euh, Ensuite, on passe l'étape suivante, ça va être les exercices respiratoires, dont c'est Muriel qui a parlé de ça tout à l'heure, il me semble, de Oui, nouveau. oui, oui, elle parle de la, tu sais, la respiration rafraîchissante où on fait comme ça, là. La paille, où on Voilà, la respire. paille avec la langue qui sort. Voilà. Mm. Donc effectivement, il y a des choses de très... Alors, ne fût-ce que simplement respirer calmement, faire anulom vilom, etc., la respiration alternée, tout ça qui apaise l'esprit, Mm. le mental, et qui va travailler sur tout le corps. Donc tout ce qui est respiratoire. Ensuite, quand on commence à être... donc vous imaginez bien que si on part du plus subtil au plus lourd, on est d'abord dans l'air, et puis l'eau, l'air, le feu, l'eau, la terre, qu'est-ce que j'ai oublié? L'éther, air, feu, eau, terre. Voilà. Euh, donc, on va également euh, s'occuper de ce qui est liquide dans la progression. Donc, les boissons qu'on va prendre, les tisanes, l'eau chaude qu'on peut prendre le matin pour apaiser le système digestif, pour équilibrer le corps de façon générale. Ensuite, ce qui va être plus solide et qui va être du feu d'ailleurs, ça va être les épices dans la nourriture, tous les aliments qui correspondent le mieux à l'état dans lequel on est. Par exemple, si on a des brûlures d'estomac, ça peut arriver pendant la ménopause d'avoir ce genre de phénomène également, puisque c'est tout le feu. On peut simplement faire des recettes apaisantes qui apaisent les brûlures, comme du riz, du ghee et de la noix de coco. C'est une des recettes les plus efficaces qui soit cuire du riz tout simplement avec un peu de ghee et de noix de coco. C'est un truc qui apaise immédiatement les brûlures d'estomac, beaucoup mieux que tous les gaviscons et autres trucs Tu veux dire machin. noix de coco fraîche?
Oui, noix de Coco. coco en flocons ou bien fraîche grattée, enfin grattée, râpée, pardon, grattée. Ouais. Euh, Même de la crème de coco, tout ce qui va être coco, puisque euh, une des choses qui est très intéressante dans l'Ayurveda, c'est qu'il existe des choses réchauffantes, refroidissantes, asséchantes et lubrifiantes. Voilà, et donc ça veut dire qu'il n'y a pas un régime particulier pour les femmes ménopausées, mais justement un régime qui va être adapté au rééquilibrage d'un dosha, par exemple. Et en plus, ça va dépendre des saisons. C'est-à-dire que, tu vois, moi, par exemple, j'entends beaucoup des gens dire il faut manger cru, il faut manger cru toute l'année. Ben non, en fait, parce que si tu manges cru toute l'année, tu vas déséquilibrer Vata, parce que tu vas mettre du froid dans ton métabolisme. Donc, c'est vrai qu'en même temps, si tu as plein de bouffées de chaleur, que tu as un déséquilibre pitta et que tu passes ton temps à manger du gingembre, ça va pas le faire non plus, parce que le gingembre, c'est piquant, donc ça va activer le feu. Et il y a plein de Ouais. choses comme ça à prendre en compte. Par contre, quelqu'un qui va être anxieux, frileux, la nuit, qui va avoir de l'insomnie, c'est un déséquilibre vata, peut-être c'est bien de temps en temps qu'il fasse une tisane de gingembre pour réchauffer son corps. Vous voyez, ça dépend en fait. À chaque fois, chaque personne est unique en fait. C'est ça. Et si on prend l'eau chaude, par exemple, eh ben, effectivement, une personne Kapha, ce sera très chaud, Vata, ce sera un petit peu moins chaud, et Pitta, ce sera moins chaud. Et là, la personne elle-même doit être suffisamment autonome et dans l'observation À l'écoute à de son. l'écoute de soi pour se dire non, on m'a dit ça, mais en fait, c'est ça qui me correspond exactement. Et puis, on fait sa propre expérience et on adapte. Donc, l'Ayurveda, c'est vraiment un apprentissage de ce dont on a besoin, apprendre à être son propre médecin et bien sûr, ben, pour apprendre ça, il faut des exemples. Par exemple, si on ne sait pas que le gingembre, c'est bon, qu'on ne connaît même pas son existence, pour se réchauffer, par exemple, eh ben, on ne pourra pas le deviner comme ça. Donc, il y a quelqu'un qui vient nous dire, tiens, si tu essayais le gingembre, tu testes, tu vois si c'est bon pour toi, si ça te correspond, tant mieux. Vas-y. Et donc, on va proposer une palette de solutions et dans cette palette de solutions, votre instinct va vous amener directement là où il faut aller. Vous allez sentir, vous allez vous dire, tiens, j'ai envie d'essayer ça. Ben, c'est ça qu'il faut commencer par faire. Et puis petit à petit, vous allez créer un cercle vertueux dans le corps de connaissance de soi. Plus vous essayez et vous validez ce qui est bon pour vous, votre mécanique de reconnaissance de ce qui est bon pour vous va s'affiner et s'accélérer. Donc, c'est vraiment un apprentissage d'être son propre médecin. Ça, c'est vraiment... Marie-Dominique, elle a levé la main. Je pense que tu veux poser une question, Marie-Dominique? Oui, du coup, j'ai mis dans le chat, bah, par exemple, si on a des symptômes, je pense, pour moi, par exemple, dans des symptômes de kapha en déséquilibre, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut augmenter vata et pitta? C'est, voilà, j'ai... Non, dépend. on fait baisser les trucs en Ouais, Ayurveda. On alors, fait. ça peut- Mm. ça dépend s'il y a des très fortes contradictions. Par exemple, si tu as Vata, qui est froid, et Pitta qui est chaud, et que si tu baisses l'un ou l'autre, tu vas être embêté parce que un des deux va prendre le dessus. À ce moment-là, on peut effectivement agir sur le troisième et le baisser ou le monter en fonction, par exemple, tu pourrais augmenter la lubrification qui est le rôle de Kapha, ce qui va faire du bien et à Vata et à Pitta. Mais par exemple, si tu te dis, ah là là, alors d'un côté j'ai trop chaud, de l'autre côté j'ai trop froid, Mhm. si j'augmente le feu, ben, je vais cramer, et si j'augmente le froid, ben, je vais geler. Donc à ce moment-là, on prend la troisième. Donc de toute façon, ce qu'on va faire, c'est pointer la pointe de l'iceberg. Qu'est-ce qui te dérange? Quelle est la chose qui te dérange? On prend ça et on prend quelque chose qui va équilibrer cet aspect-là, euh, soit avec quelque chose de tridoshique, qui garde bien les trois doshas en équilibre, mais qui va permettre que cette pointe d'iceberg soit amenuisée, soit en agissant sur un des trois, soit si c'est facile, par exemple, si tu as un déséquilibre vata froid et kapha froid, bah, tu chauffes, ça c'est clair.
Donc ça se, Alors évidemment, après, Marie-Dominique, en fait, chaque personne étant unique, j'imagine bien que en fait, il n'y a pas genre un répertoire CAFA, un répertoire PITA. En fait, là, on vous a donné des grandes lignes de c'est ça. symptômes, mais Oui, en fait, après, tu peux avoir des symptômes combinés, et dans ces cas-là, ça veut dire qu'il faut faire une vraie anamnèse en fait pour oui. voir quel est exactement ton Mais, dosha qui est en mais déséquilibre. ma question, c'était pas précisément pour moi, mais par Mhm. rapport aux symptômes que vous avez donnés, c'était Mhm. de savoir si, bah, on retrouve beaucoup de symptômes, par exemple, de CAFA. Bah, Ouais. du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire Est-ce qu'il y a qu'elle trop est... de Ok. CAFA? Mais d'abord, oui, effectivement, c'est ce que Christelle a dit, c'est d'abord, si j'ai beaucoup trop de CAFA, que c'est dominant complètement, je D'accord, vais baisser CAFA. d'accord, ok. Seulement, si dans certains cas, c'est un peu compliqué, on va avoir des stratégies. Et là, il Donc, faut les... par exemple, Éléonore, qu'est-ce qu'on peut dire pour faire baisser CAFA? Quelles sont les recommandations pour faire baisser CAFA? La chaleur. La chaleur. CAFA, c'est froid. Donc, par exemple, s'il y a de la rétention d'eau, je ne sais pas hein, quel pourrait être l'exemple de augmentation de CAFA, mais ça peut être, par exemple, d'avoir trop d'eau dans le corps. Donc, on va chauffer par le mouvement et éventuellement par le massage, Udvartana. Donc, c'est un massage qui fait des frictions et on utilise des Qui plantes. active le système lymphatique. Voilà. Il y a deux choses. On va d'abord masser dans le sens du massage lymphatique et on va utiliser, alors c'est beaucoup plus puissant qu'un massage lymphatique parce que on fait deux choses en même temps. On fait ça et on utilise des plantes, le triphala et la cardamome par exemple, ça dépend, ça peut être d'autres mélanges. Et à ce moment-là, on va avoir un drainage très puissant, un réchauffement du corps et on va réduire l'eau de cette façon-là. Le réchauffement du corps, ça peut être aussi certaines épices chauffantes, déjà le gingembre hein, qui est bien connu, et d'autres épices, ça ne doit pas forcément être du piment, hein, ça peut être du poivre, du gingembre ou du cumin qui est chauffant, enfin voilà. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Bon, bien sûr, en respiration, il peut y avoir la respiration, c'est Kapalabhati, qui est Oui, donc une respiration qui chauffe le corps et qui va pas être du coup recommandée quand on a des bouffées de chaleur. Donc alors voilà. Bon, il y a tout un tas de choses. En fait, si vous voulez, l'Ayurveda, c'est bon, c'est une médecine. Hein, c'est pas là, on n'est pas en train de parler de médecine. Par exemple, tout à l'heure, dans les choses que j'ai mis sur le slide de recommander, c'est de faire des cures, des vraies cures tous les ans. Hein. On recommande en Ayurveda de faire des cures tous les ans. Et que évidemment, quand on va faire une cure, on va aller approfondir encore plus comment dire, on va faire des soins focusés sur la problématique du moment, hein, que ce soit les problèmes articulaires ou que ce soit par exemple une adénomiose ou une endométriose. Quand vous allez faire une cure ayurvédique, vous allez avoir un médecin qui va dire, OK, on va faire des soins spécifiques avec des remèdes, voilà, des plantes à manger, un régime, plus des soins dans le corps, etc. Là, nous, ce qu'on essaye de faire avec Éléonore, c'est de parler surtout de prévention. Parce c'est que ça. pour tout ce qui est médecine, vraiment médecine, pour aller guérir des pathologies ou vraiment des grosses problématiques, ça, le mieux, c'est effectivement de voir un médecin ayurvédique et de faire le panchakarma, la fameuse cure, tu vois. Où là, nous, ce qui nous intéresse aussi, par exemple les femmes qui ont une ménopause, on va dire, normale et qui veulent se soutenir dans ce processus de transition hormonale par des pratiques, euh, tu vois, que tu installes dans ton quotidien, par ta propre autorité intérieure, de te dire, OK, je suis en déséquilibre Vata, comment je peux faire? Comment avec des choses simples, comment en mangeant, comment en respirant, comment en marchant, comment en pensant, je change mon métabolisme en fait. Déjà, rien que ça. Voilà. Oui, les routines quotidiennes et alors effectivement faire une consultation, ça peut être un truc intéressant.
Donc, pour ce qui me concerne, dans le centre AIMSA, j'ai toujours fait le choix de travailler avec des médecins. J'aurais pu faire les consultations moi-même, mais je trouve qu'ils sont d'un niveau tellement fascinant et incroyable que je mettrais plusieurs vies avant d'attraper leur niveau. Et donc, autant faire ce que je sais faire le mieux pour le moment, c'est-à-dire mettre les gens en contact avec eux. Et donc, faire une consultation est une option pour avoir un petit peu son mode d'emploi personnel et savoir ce qu'on doit faire. Maintenant, effectivement, c'est un peu notre but à Christelle et moi, c'est de faire ça. Donc, dans ce qu'on propose, c'est toute une approche de prise de conscience et de changement de paradigme, et aussi d'apprendre à faire des choses différemment, très concrètement, comme le font les femmes sages à l'ancienne, dire, voilà, bois ci, fais ça, fais tel exercice, respire comme ça, et tu Mm. verras la différence. Ouais. Et donc, on va vous laisser la parole. Peut-être que vous avez des questions, etc. Mais on va juste terminer la présentation en disant que voilà, moi, j'ai décidé cette année d'ouvrir des espaces parce que ben, j'en ai marre du numérique. Je trouve que c'est super, hein, il y en a plein là que je connais par les réseaux sociaux, mais je trouve que ça serait quand même vachement mieux de se voir en vrai. Et je trouve que c'est devenu un acte de résistance aujourd'hui de créer des cercles et de se voir en présentiel. Donc, j'ai ouvert un espace début janvier 2026 au centre AIMSA. Je propose une retraite de femmes de 3 jours où on va faire aborder en profondeur tout ce que j'ai abordé ce soir en faisant des pratiques, en faisant du travail corporel, en faisant de la respiration spécifique sur ce sujet de la transition, en faisant des rituels, parce que en fait, ce dont j'ai pas parlé, c'est que pour moi, ce dont on manque surtout dans nos sociétés occidentales, c'est de ritualiser ces moments de passage, comment dire, du moment de la petite fille qui devient une femme, ou de la femme qui devient mère, ou de la mère qui devient la grand-mère, parce que en fait, la ménopause, c'est la grand-mère, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire la grande-mère, celle qui sait, la que sabe, celle Clarissa Pinkoe Estes qui dit ça dans Femme qui court avec les loups, c'est notre la que sabe, c'est celle qui sait, quoi. C'est la femme sage qui est en train de naître et qui va pouvoir aussi ensemencer le monde de sa sagesse, de son expérience de vie. Et c'est cette femme-là qui devrait, entre guillemets, diriger notre gouvernement, qui devrait diriger nos sociétés aujourd'hui si on veut que les choses tournent bien, de mon point de vue. Ça devrait être des femmes solaires, hein, qui devraient diriger le monde aujourd'hui. C'est pas le cas. Donc, il y a besoin que chacune des femmes de cet âge-là prenne la mesure de sa mission aussi, qui est de transmettre aux jeunes générations. Et donc incarner cette royauté intérieure, incarner cette souveraineté. Et moi, je pense qu'on ne pourra pas le faire en étant tout seul dans notre coin, toute seule dans notre coin. Il faut aussi actualiser ça collectivement, en recréant des cercles de femmes de partout, en fait, pour parler de, OK, j'ai des espaces aussi de bienveillance où les femmes qui ont des problématiques puissent être accueillies, puissent se déposer, puissent, comme elle disait Anne, avoir un endroit à qui en parler et recevoir des aides concrètes. OK, Se connecter. physiquement, Oui, physiologiquement, tu as une problématique, mais naturellement, on peut te soutenir. Psychologiquement, tu as des problématiques, on peut te soutenir aussi. En fait, on peut agir sur plein de plans. Et aussi à un niveau spirituel avec les rituels, parce qu'en fait, les rituels, c'est tout le côté magnifique du rituel, c'est qu'on va aller vraiment travailler sur tout ce qui est acte psychomagique aussi, etc. Donc voilà, c'est tout ça que moi j'ai envie de proposer et que du coup j'ai demandé à Léonore, j'ai dit bah, faisons ça au centre AIMSA. On j'étais ravie propose, d'être. euh, on propose un cercle de 3 jours et demi début janvier 2026. En plus, juste pour faire le passage en année 1, puisque Ouais, là ouais, on ouais. est en année 9 cette année et 2025 a été assez éprouvante pour plein de gens. Donc du coup on s'est dit on ferait pas un cercle début janvier 2026. Ouais, ouais. Voilà, donc peut-être vous avez des questions, vous avez envie de rebondir et tout, ben on est tout oui. Juste